Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nibasumbo. Les titres de cette édition du 6 juin 2024, suspension de la campagne de collecte des graines de maïs par le ministère de tutelle. Le manque de médicaments pour protéger les récoltes en serait la cause. La campagne venait juste de démarrer. Les détails, c'est tout à l'heure. Un budget, programme mal organisé, des objectifs non atteints. C'est ce que dénonce la PARSEM. Son président a organisé une conférence de presse aujourd'hui. À suivre également les détails dans ce journal. Au cours de cette édition, nous allons aussi parler de l'appel à l'aide internationale lancé par International Rescue Committee pour secourir plus de 200 000 Burundais affectés par le changement climatique. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. La deuxième phase de l'achat des graines de maïs par l'ANAGESA fait face à plusieurs difficultés. Dans une réunion tenue hier pour l'évaluation de cette activité, une mesure de suspension de cette campagne a été prise. Prosper Dodiko, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, a annoncé qu'il n'y a pas de médicaments pour protéger les récoltes et des sacs pour la conservation. Nous avons un problème de manque de médicaments. En première phase, nous avons eu la chance que le médicament a pu suffire. Mais en deuxième phase, on ne pouvait rien faire sans avoir le médicament. Actuellement, même si ça a été difficile d'obtenir le permis d'importation, nous voyons que ce document sera disponible car il y a eu un long processus pour obtenir une dérogation spéciale. Le médicament qu'on utilisait, on ne pouvait le trouver nulle part dans la région. Il y avait un médicament qu'on utilisait auparavant au Burundi qui s'appelait Actelix Super. Nous avons eu l'écho qu'il est disponible en Ouganda, mais quand nous l'avons cherché, ils nous ont répondu qu'il était déjà fini. Puis nous avons eu la chance de savoir qu'au Kenya, ce médicament est disponible. Alors nous avons passé la commande et nous espérons qu'il va arriver ce vendredi. Si le permis d'importation sort aujourd'hui, nous aurons ce médicament ce vendredi. Il provient du ministère de l'Agriculture en collaboration avec l'OBR. Le Premier ministre est présent également dans cette réunion, a mis en garde contre toute personne qui spécule dans l'achat de ces graines de maïs. Gervais Ndirakobucha a précisé que cette activité est entravée par ceux qui veulent s'accaparer de tous les marchés de ces médicaments. Selon lui, c'est regrettable alors que le gouvernement investit des sommes colossales dans cette activité. Derrière la dérogation spéciale pour l'importation des produits que vous évoquez, il y a des non-dits. La dérogation spéciale, si vous allez la réclamer dans votre ministère, vous ne la trouvez pas. Elle est donnée aux gens à qui l'on a donné l'exclusivité d'importation de ces produits. Et c'est à cette personne chez vous que vous allez demander la dérogation. Mais ce dernier réalise qu'il va faire son marché et il va constituer un blocage de la situation. C'est tout. Si il n'y a pas de remède sur ce phénomène, l'on n'ira nulle part. L'épidémie fait attaquer nos plantes et le restera dans une désolation. Je le dénoncerai toujours puisque je ne pourrai pas garder ce fardeau. Non et non. Ce qui serait mauvais pour moi, c'est uniquement mentir. Mais je dirais la vérité telle que je la connais. Les gens qui importent les produits à utiliser dans le secteur agricole sont tous connus. Il y a même des sociétés qui importent de tels produits de leur agrément. Donc, ça signifie que tu dois d'abord voir tel ou tel autre responsable. Oui, je vous connais. Seulement, je ne veux pas citer vos noms. Il y a des gens qui possèdent des sociétés qui vendent de ces produits
mais pourtant ils sont devenus des commissionnaires de cette personne. Ils exportent des produits et des sociétés agréées pour la vente des produits viennent s'approvisionner chez lui. Il bouffe seulement l'argent parce que l'on lui accordait cette permission d'amener ses produits. Même si tu te rends à la maison mère, on ne te le donne pas sans autorisation, c'est désolant. Tu as bien fait de dire la vérité, que tu n'aies pas de conséquences suite à ce que tu as révélé. Laissez-moi vous dire la vérité. Toute personne impliquée dans l'achat des graines de maïs à partir des administratifs responsables dans le secteur de l'agriculture et l'élevage, les ministères et même à la primature, toute personne impliquée et qui n'est pas inquiétée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de cœur. Le gouvernement a déjà dépensé 68 milliards et demain, vous allez porter des costumes à l'égard que nous sommes des premiers ministres, les gouverneurs et les administrateurs, alors que toute récolte est devenue une farine. Pensez-vous que nous allons nous présenter en public? Il faut se méfier de nous. Cela est une grande épreuve sur notre responsabilité. On dit que l'on ne sait pas garder ce que Dieu donne. Dieu nous a donné la récolte et on n'est pas à mesure de faire son suivi et demain elle deviendra la farine. Kuri responsabilité yacu bamwe bavuze bati imana iraguha ukayimanuza imana yaduhaye umwimbu uwo mwimbu uratunaniye gukurikirana ejo dusanze uwo mwimbu wose wahindutse. La campagne de l'achat de ces graines de maïs avait débuté ce lundi. Le Burundi continue de faire marche arrière sur le plan économique alors que le gouvernement ne cesse d'élaborer de nouveaux plans budgétaires, des plans qui sont organisés sans transparence. Selon le président de la PARSEM, Faustin Dikoumana estime que le trajet est encore long, surtout qu'il s'observe beaucoup de lacunes liées au manque du vrai budget, programme et des détournements de fonds. Comme vous le savez, le mois de juillet, c'est un mois crucial dans la vie du pays, surtout au niveau de la vie économique, et c'est un mois où est organisée la discussion budgétaire pour orienter les dépenses publiques de l'année budgétaire suivante. Ça coïncide avec le récent classement d'une institution internationale appelée IBP qui classe les pays, y compris au Burundi, sur le degré de transparence budgétaire. Il regrettable que le Burundi garde une note faible et dérisoire, avec une place parmi les 10-15 derniers pays. Sur 120 pays, le Burundi se classe 108e, 110e comme ça. Il y a même au niveau de ce classement, il y a des critères où le Burundi à 0 sur 100, 0%, notamment l'implication du public dans le processus budgétaire. Au niveau de la transparence, la publication des informations et des documents budgétaires, sur les 8 documents exigés, seuls 2 ou 3 sortent et sont publiés au Burundi. Dans 0 énorme. Là où le bas blesse, c'est que le document crucial, qui est le projet d'objet de l'exécutif, celui qui vient d'être analysé au Conseil des ministres, cela devait avoir été publié depuis le mois d'avril-mars pour permettre aux citoyens d'en maîtriser le contenu, de pouvoir même contribuer selon les priorités jugées par la population et non pas des finances qui sont élaborées sous un cercle restreint de cadres qui savent comment les biais seront pipés pour ne pas s'ouvrir à la transparence. Au niveau de l'implication du public, c'est pour cela qu'on a 0%. C'est-à-dire qu'on n'est pas consulté. On verra le budget après avoir été adopté par le Parlement. Au niveau du contrôle, la Cour des comptes existe, mais il n'a pas de moyens humains et matériels. Jusqu'à maintenant, le rôle de jugement des comptes n'est pas assuré correctement par la Cour des comptes. C'est inimaginable. Même au niveau des réformes PFA, on revient sur ça. La fiabilité du budget, l'accès du public aux informations budgétaires, une note pas. Les opérations de l'administration centrale qui ne sont pas comptabilisées. Certaines opérations ne sont pas comptabilisées au niveau central. La gestion des investissements, projets qui sont hors budget, des arriérés de paiement, le contrôle des états d'OP, des états de fonctionner, l'alignement du budget au programme, Visio 24 ou plan de développement. Là aussi, la note est très basse. Même les transferts de fonds aux communes, il y a des éléments qui ne sont pas, il y a des lacunes. C'est au niveau de la transparence. Quant au budget programme, c'est bon que le gouvernement s'engage dans le budget programme, mais il faut s'y engager avec toutes les réformes nécessaires pour qu'on ait un budget programme en bonne et due forme, digne de son nom.
qui remplit tous les critères. Faustin Ndikoumana dénonce aussi l'absence de suivi et d'évaluation dans l'utilisation du budget de l'État. D'abord, au niveau du budget programme, il faut savoir que chaque franc dépensé doit avoir des résultats. Chaque ministère doit avoir un projet à défendre, des objectifs et des résultats et des critères de performance. Il ne faut pas continuer à avoir un endettement qui ruine nos pays. On s'endette. Mais au niveau de l'investissement, on en est où? L'endettement. Plus de 4 milliards, on est endettement intérieur. Actuellement, le ministère des Finances ne va plus centraliser seul, il ne sera plus le seul ordonnateur. Les ministres devaient aller au Parlement, chacun défendre son projet annuel, en vue de concrétiser un programme pluriannuel de développement. Il faut réformer les ministères, doter du personnel compétent, préciser, séparer les fonctions, ordonnateur, contrôleur, vérificateur, gestionnaire, et bannir toutes les pratiques peu orthodoxes au niveau des ministères dans la gestion des finances publiques. Il y a une fatigue de prévision trimestrielle des dépenses. Il faudrait la rendre transparente. Si chaque ministère dit, nous avons une prévision trimestrielle de faire telle ou telle activité, il faut publier sur le site internet. Comme ça, on va vérifier quels sont les marchés publics qui seront conséquents pour exécuter ton programme trimestriel. Il faut publier. Est-ce qu'on pourra vérifier physiquement que telle ou telle activité a été mise en application, a été exécutée? Vous vous engagez à construire un centre de santé quelque part. Vous vous engagez à construire une école quelque part. Quelle école sera construite le premier trimestre? Janvier, février, mars, ou juillet, août, septembre, publié. Vous avez accordé au marché à qui? Est-ce qu'il est capable? Les critères ont été observés. Les critères de complétude et de transparence. Y a-t-il une maison de surveillance? Peut-on aller vérifier physiquement si la construction de l'école a débuté? On doit en arriver là pour empêcher que certains cadres verrés au comportement vampirique de continuer à sucer le pays à la suite du contribuable. Faustin Ndikoumana s'est exprimé au cours d'une conférence de presse de ce matin, au moment où le gouvernement est sur le point d'adopter le nouveau budget pour l'exercice 2024-2025. La page gouvernance, c'est également l'affaire de ce directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage en province Rumongue qui est accusé de détournement de fonds à travers l'exploitation du champ de semences de Buzimba. Nous sommes en zone Gatete de la commune Rumongue, un détournement qui se manifeste à travers la location des champs de palmiers à huile par une association furtive à un montant négligeable et sans concurrence. C'est le point avec Elvis Nyomongere. Ces magouilles et détournements signalés au champ de semences Buzimba en zone Gatete de la commune et province Rumongue sont opérés à travers l'association des députés Zimbere. Selon les informations en provenance de cette structure, la dite association œuvre sous la couverture du directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Rumongue, Jean-Marie Chongera, en complicité avec l'ancien chef de stock mais actuellement responsable de ce champ de semences, Jean-Marie Bunami. L'association Députés Zimbere préserve alors le monopole de location des palmiers à huile de soja sans aucune concurrence, indique notre source. Le responsable du stock, Jean-Marie Bunami, en collaboration avec le DPAI, Jean-Marie Chongera, ont créé une association. Cette association prétend alors louer les palmiers à huile du champ de semences en tant qu'association, mais elle est dirigée par l'épouse de Jean-Marie Bunami. Cela pour insinuer qu'ils louent ces palmiers à huile pour leur compte. Aucune soumission dans le marché public n'a jamais été constatée dans la location de ces palmiers à huile. Au moment où un hectare de palmiers à huile peut être loué à 15 millions de francs bondés par an, l'association Députés Zimbere paye cette somme pour 42 hectares et sur une période de 3 ans. Selon notre source, un certain commerçant a promis de payer 90 millions pour 3 années, mais on lui a refusé le marché.
budget. Même celui qui allait payer 90 millions lui aurait glissé un intéressement. Si nous considérons un hectare de palmier à huile situé dans un milieu favorable comme au champ de semences Wudzimba, il vaut entre 15 et 20 millions par an. Nous disons donc qu'il s'agit de magouilles et de détournements de haut niveau. Parce que si l'on essaie de comptabiliser en se référant sur les 15 millions par hectare et qu'on les multiplie à 42 hectares, le produit équivaut à une grande somme d'argent et seulement par an, sans considérer les 3 années mises en jeu. Réalisez alors le montant d'argent qui détourne au moment où l'association de Jean-Marie Bounamé ne va jamais au-delà de 15 millions sur les 3 ans. Des investisseurs se sont rendus au ministère en charge de l'agriculture et de l'élevage pour solliciter le marché de louer ces palmiers à huile, mais aucune suite favorable ne a été réservée. Il est ainsi demandé au ministre de tutelle d'effectuer une descente d'enquête. Au sommet de ce détournement figure le DPAE Jean-Marie Chongera. Il se cache derrière cette association qu'il a créée. Par la suite, procéder à la récolte et en transformer de l'huile de palme qu'ils vendent sur le marché. Il existe d'ailleurs des investisseurs qui se sont plaints auprès du ministère de tutelle tout en réclamant le marché de location de ces palmiers à huile, mais en vain. Nous demandons au ministre d'y effectuer une descente afin de s'acquérir lui-même de la situation. Autre information recueillie au chef de semence Wudzimba, le DPAE Jean-Marie Chongera est associé avec son prédécesseur Abel Ndashimiye dans ces magouilles et détournements. Depuis des jours, la rédaction de la RPA a essayé de contacter le directeur de l'agriculture et de l'élevage en province de Rumonge, Jean-Marie Chongera, sur le numéro 69 32 78 17 de son portable afin qu'il s'exprime à ce sujet, mais sans succès. Le détournement de fonds est également évoqué par le personnel de l'hôpital Mukenke en province Kirundo. Ce personnel accuse le médecin directeur de cet hôpital et le directeur administratif et financier d'être impliqués dans ce détournement. Il précise que ces détournements se font notamment à travers l'organisation des travaux de construction qui ne respectent pas la procédure des marchés publics, ce qui fait que l'argent dépensé dépasse de loin les réalisations selon ses employés. Dani Claire Iratrumva nous en dit plus. Le personnel de l'hôpital de Mukenke en province de Kirundo indique qu'il espérait que les cas de détournement des fonds de cet hôpital allaient diminuer avec la nomination du nouveau directeur Samson Minani, mais son espoir n'a duré que le temps de l'arroser. Ces employés de l'hôpital de Mukenke indiquent que le médecin directeur Samson Minani, en complicité avec le DAF Jean-Pierre Avougialemnier, sont en train de détourner les fonds de cet hôpital à travers la réalisation de certains travaux de construction en violation des procédures des marchés publics. Il donne l'exemple de la construction d'une néonatologie où sont traités les prématurés. Chaque mois, on nous demandait d'épargner de l'argent sur nos primes pour construire une néonatologie et on était arrivé à 80 millions. Samson Minani, à son arrivée, il a dit qu'il devait construire dans l'immédiat cette néonatologie, mais il n'y a pas eu d'appel d'offres. Il a fait par favoritisme. En effet, il y a à côté du bloc opératoire un mur assez long d'au moins 4 mètres. Il a ajouté quelques briques cuites sur ce mur, il a mis quelques tôles et il a interrompu les travaux à mi-chemin, arguant que l'argent qui lui avait été accordé était insuffisant. Mais à vrai dire, ce projet n'allait même pas coûter 18 millions. Notre source à l'hôpital de Mukenke fait également savoir que celui qui avait bénéficié de ce marché a interrompu les travaux, arguant que l'argent qui lui avait été octroyé était insuffisant et qu'on doit lui en ajouter. Selon toujours notre source, le bénéficiaire du marché a été octroyé encore 12 millions pour totaliser 30 millions pour ce chantier. Un montant colossal derrière lequel se cacherait de la corruption selon le personnel de l'hôpital de Mukenke. Surtout que le comité de gestion et le comité de direction avaient comptabilisé
comptabilisé 16 millions seulement pour la réalisation de ce projet. La situation se présente ainsi au moment où l'hôpital n'est plus capable d'acheter les médicaments nécessaires car il y a déjà des crédits au sein de la Comebu. Pourtant, selon le personnel de l'hôpital de Mukenye, les deux directeurs ne manquent jamais du carburant dans leurs véhicules au moment où les groupes électrogènes en manquent, ce qui paralyse certaines activités de l'hôpital comme les opérations chirurgicales. Des travaux de construction sont toujours en cours de réalisation parce qu'ils en profitent énormément. Dernièrement, on a reçu un autre appareil de radiographie et ils ont détruit une partie du bloc opératoire pour agrandir le bâtiment afin de gagner de l'espace pour ce nouvel appareil. Nous voyons pourtant que ce deuxième appareil de radiographie n'était pas plus nécessaire comparativement aux autres besoins vitaux, car on avait déjà notre appareil de radiographie. La priorité était d'engager des médecins qui sont plus que nécessaires. En plus, on fait face au manque de carburant pour faire fonctionner les groupes électrogènes qui nous aident notamment dans les opérations chirurgicales comme la césarienne. Pourtant, leurs véhicules sont toujours remplis de carburant. Ici, on se demande comment on ne parvient pas à avoir du carburant pour sauver des vies, alors qu'ils en trouvent pour se reculer. Une réunion du comité de gestion qui se tient toujours le 5 de chaque mois pour évaluer le rendement a constaté que l'hôpital a connu une perte de 54 millions, ce qui a fait que ces 5 derniers mois, les employés n'ont pas eu leurs primes. Ils demandent au médecin provincial et au ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida d'enquêter sur ces cas de détournement qui se remarquent au sein de l'hôpital de Mukenye. On avait proposé de limoger en même temps l'ancien directeur Miburo Joseph et le DAF Jean-Pierre Habouguiaremie car ils collaboraient dans ces actes de détournement des fonds. En fait, ils n'ont rien changé. Ils ont maintenu en place le voleur car le DAF a entraîné le nouveau médecin directeur dans les mêmes actes. Ainsi, nous demandons au ministre de la Santé publique de dépêcher une équipe d'enquêteurs pour vérifier si réellement cette construction mérite 30 millions de dépenses et si les 80 millions qui ont été épargnés n'ont pas été détournés. La rédaction de la RPA a essayé de contacter le médecin directeur de l'hôpital de Mukenye, Samson Minani, pour de plus amples éclaircissements sur ces accusations, mais nous n'avons pas pu nous entendre suite aux problèmes de réseau téléphonique. Dans un instant, nous parlons société et politique. RPA. International Rescue Committee appelle la communauté internationale à l'aide aux sinistrés burundais ayant été touchés par les conséquences du changement climatique. Cette organisation indique que plus de 200 000 personnes ont été affectées par des inondations, des glissements de terrain, des vents violents et des tempêtes de grêle. Une situation qui, selon l'IRC, a augmenté le nombre de déplacés. Les détails avec Eric Nyonzima. Dans un communiqué de presse publié ce mercredi 5 juin 2024, International Rescue Committee entame en disant que 200 000 personnes burundaises ont été gravement affectées par les fortes pluies déclenchées par El Niño, ce qui a d'ailleurs entraîné de graves problèmes humanitaires. Depuis fin 2023 jusqu'en avril 2024, des inondations, de glissements de terrain, des vents violents et autres ont provoqué des déplacés à l'intérieur du pays et le nombre de déplacés a augmenté à hauteur de 25%, atteignant ainsi 96 000. Le total de personnes déplacées à l'intérieur. Valentin Rubunga Kiwurika, directeur de l'IAC pour le pays Burundi, a déclaré qu'il est crucial que la communauté internationale réagisse rapidement pour fournir une aide vitale aux personnes qui sont en première ligne du changement climatique. L'IAC trouve en effet que l'hygiène s'est considérablement détériorée, laissant nos clients dans des conditions sanitaires extrêmement précaires, ce qui soulève de sérieuses inquiétudes quant aux éventuelles épidémies de maladies et une probable augmentation de cas de paludisme. L'IAC fait savoir qu'il prépare actuellement une réponse d'urgence comprenant une aide en espèces et une sensibilisation à l'eau et l'assainissement et à l'hygiène et appelle la communauté internationale à se joindre à cet effort humanitaire crucial.
Le gouvernement tanzanien et celui du Burundi se montrent toujours gênés par la présence des réfugiés burundais sur le territoire tanzanien. Aujourd'hui, au chef-lieu de la province Kigoma, la province dans laquelle se trouvent les camps des réfugiés, il s'est tenu une réunion entre les représentants de ces deux pays. Selon le compte X du bureau de la province Kigoma, il s'agit des experts qui sont en train d'échanger sur le rapatriement des réfugiés burundais. La délégation du gouvernement tanzanien était dirigée par Mahamad Massaouni, ministre tanzanien de l'Intérieur. Pour clore cette édition, il est prévu ce vendredi 7 juin 2024 une réunion virtuelle des chefs d'État de la communauté est-africaine. Il s'agit du 23e sommet extraordinaire des chefs d'État de la sous-région, selon un communiqué de presse du secrétariat général de l'EAC. Ce sommet extraordinaire sera présidé par Salva Kiir, président de la République du Soudan du Sud. À l'ordre du jour figure l'examen de la proposition de nomination d'un nouveau secrétaire général. Les chefs d'État devraient également examiner le rapport des réunions consultatives du président du sommet sur les relations entre les États partenaires. Véronica Nduva devrait également prêter serment pour le poste de secrétaire général de l'EAC, selon le journal The East African. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 6 juin 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Denis Basumba. Au revoir.